Bonjour. Je vais essayer de parler fort, c'est ça qui est important. Merci aux organisateurs de m'avoir permis de venir aujourd'hui pour vous parler d'activité physique. Comme le disait le professeur Avignon, plutôt sur le versant de la prévention. Donc, bien sûr, on pourrait parler de l'activité physique en termes de prise en charge, mais aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la prévention. Et donc, je suis tout à fait ravi de venir dans la journée de votre CSO. On organise aussi en Île-de-France des journées régionales. Donc, on a 4 CSO en Île-de-France et on fait aussi des journées régionales. Et c'est toujours vraiment... donc là, vous êtes vraiment très nombreux, donc c'est très impressionnant. Des journées intéressantes pour les échanges et l'apprentissage et surtout les échanges entre professionnels. Pour commencer, je vous propose de revenir à un schéma assez connu qui a été mis en place par des collègues anglais qui cherchaient à identifier tous les facteurs pouvant être en cause dans le développement de l'obésité. Alors bien sûr, ces facteurs sont très nombreux, mais on peut les regrouper. Et donc, sans surprise, effectivement, la prise de poids et le développement de l'obésité est lié à nos consommations alimentaires, mais aussi à la production alimentaire, est lié à des facteurs biologiques, à des facteurs psychologiques, à des facteurs sociétaux et aussi est lié à notre activité physique. Et un des points intéressants sur ce schéma, c'est qu'on a l'activité physique au niveau individuel et on a aussi mention de l'environnement d'activité physique. Est-ce que notre environnement de vie va favoriser ou limiter notre activité physique ? Alors la première question, c'est pour être bien d'accord entre nous sur les définitions et donc ce qu'on entend habituellement par activité physique. Donc là, en fait, ça fait tout à fait le lien avec ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la danse. La danse, c'est d'abord un art, mais c'est aussi du mouvement. Et donc, on s'intéresse finalement au mouvement dans toute son étendue, tout le spectre du mouvement humain. Et donc, on s'intéresse au spectre de l'activité physique qui va du temps assis, donc le temps sédentaire, jusqu'à l'activité physique d'intensité élevée, avec un intérêt particulier pour les activités physiques dites d'intensité modérée, puisque c'est elles qui ont un rôle majeur en prévention et pour le maintien de la santé. Et donc une activité physique typique d'intensité modérée, c'est bien sûr la marche. Et l'autre notion vraiment importante, à la fois en clinique, mais aussi en épidémiologie, en population, c'est le contexte dans lequel va être réalisée l'activité physique, parce qu'il y a différents types de classification de l'activité physique, mais ça c'est celui qu'on utilise le plus souvent en pratique, mais aussi en épidémiologie. Donc le contexte, l'activité physique de loisir, qui va inclure le sport, l'activité physique au travail, l'activité physique à la maison, et de plus en plus d'intérêt pour l'activité physique dans les transports. Alors, on sait que l'activité physique évolue au cours du temps, plutôt dans le sens d'une diminution d'activité physique. Alors, c'est un peu un lieu commun, mais il y a quand même quelques données qui vont le documenter, en particulier aux États-Unis. Ici, vous avez des données entre les années 60 et l'année 2010 qui montrent effectivement, au fur et à mesure du temps, une diminution majeure de l'activité physique d'intensité modérée, celle pour laquelle on a le plus d'intérêt en prévention, une augmentation importante du temps sédentaire, et puis vous voyez aussi une augmentation en parallèle de l'activité physique dite d'intensité faible, mais qui ne compense sans doute pas la diminution de l'activité physique d'intensité modérée.
Alors la question suivante, c'est de se rappeler quelles sont les recommandations actuelles d'activité physique pour la population générale, puisque ces recommandations sont les repères auxquels on va se référer, même si ces recommandations ne sont pas forcément des recommandations pour des patients. Ce sont des recommandations pour la population. Donc, comme vous le savez, ces recommandations pour la population générale et pour le maintien de l'état de santé sont basées sur ce qu'on appelle la courbe dose-réponse entre un volume d'activité physique en bas et un bénéfice potentiel pour la santé. Donc cette courbe, ce n'est pas une courbe linéaire, c'est plutôt une courbe curvilinéaire, et ça c'est très important parce qu'effectivement on comprend que le bénéfice maximal en valeur relative va être quand on passe de inactif à une activité au moins modérée. Quand vous faites déjà de l'activité modérée et que vous augmentez le niveau d'activité, en valeur relative, le bénéfice est moindre. En valeur absolue, vous serez plus protégé, mais le changement d'activité va apporter moins de bénéfices que quand un sujet inactif devient au moins modérément actif. Et donc le repère actuel pour l'activité physique en population, c'est bien les 150 minutes par semaine, c'est-à-dire 30 minutes 5 fois par semaine, 30 minutes par jour 5 fois par semaine, 150 minutes par semaine d'activité d'endurance, d'intensité modérée, ou 75 minutes par semaine d'activité d'endurance, d'intensité élevée, ou toute combinaison d'activité d'intensité modérée ou élevée qui va donner le même volume d'activité. Et donc cette courbe est importante, c'est la base des recommandations actuelles d'activité physique, et on insiste surtout sur le fait qu'il y a un bénéfice supplémentaire quand on fait plus d'activité physique. Donc si on passe de 150 à 300 minutes d'activité modérée, si on passe de 75 minutes à 150 minutes d'activité d'intensité élevée. Et donc pour rappeler une notion qu'on utilise très souvent dans ce domaine, qui est celle de l'équivalent métabolique. Donc je vous rappelle que quand on est au repos, assis, alors vous êtes assis, je ne sais pas si vous êtes au repos, je ne sais pas trop, mais vous êtes bien détendu après les exercices qu'on a fait tout à l'heure, on dépense à peu près 3,5 millilitres d'oxygène par kilo et par minute. On dépense à peu près 1 calorie par kilo et par heure. Et cette dépense énergétique au repos, assis, c'est égal à l'équivalent métabolique. Donc un équivalent métabolique ou metabolic equivalent task, 1 mètre, c'est la dépense énergétique au repos assis. Et on va classer les activités physiques en fonction du nombre de fois où la dépense énergétique va être augmentée par rapport à cette référence. Une activité physique d'intensité modérée, ce sera une activité physique qui va augmenter de 3 à 6 fois la dépense de repos, qui va correspondre à 3 à 6 mètres. Donc je vous parle de ça parce que souvent on exprime les recommandations sous cette forme. Donc je vous parlais à l'instant des 150 à 300 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée. On peut l'exprimer aussi en mètres. Donc si on multiplie par 3 ou 4, ça fait à peu près 500 ou 1000 mètres minutes semaine. Et si on divise par 60 pour avoir des heures, ça fait à peu près 8 à 15 mètres heure semaine. Et donc on garde souvent comme repère à peu près 10 à 12 mètres heure semaine comme le niveau correspondant aux recommandations actuelles d'activité physique pour la population. Alors la question suivante, c'est de savoir effectivement combien d'adultes en France aujourd'hui atteignent ces recommandations. Et donc pour le savoir, on se base sur les résultats d'une étude de population qui a été publiée récemment par Santé publique France, qui est l'étude Esteban. On trouve les résultats facilement sur Internet, et qui a évalué le pourcentage d'adultes
qui atteignent les recommandations d'activité physique actuellement et il y a 10 ans. Et donc vous pouvez voir que chez les hommes, à peu près les 2/3 des hommes atteignent les recommandations, avec pas énormément de variations entre 2006 et 2015. Par contre, pour les femmes, c'est seulement un peu plus de la moitié des femmes qui atteignent cette recommandation. Et surtout, un des points marquants du rapport, c'est la diminution au cours des 10 dernières années du pourcentage de femmes adultes en France qui atteignent cette recommandation. En parallèle, avec l'activité physique, on peut s'intéresser au comportement sédentaire ou au temps assis. Donc là, ce sont les heures par jour assises en dehors du travail, chez les hommes et chez les femmes. Et entre 2006 et 2015, vous pouvez voir que dans toutes les tranches d'âge, chez les hommes comme chez les femmes, il y a une augmentation du temps assis par jour, une augmentation de la sédentarité. Et donc, dans le rapport, en particulier, il est mentionné que la proportion d'adultes qui passent plus de 3 heures par jour assis en dehors du travail est passée en 10 ans de 53%, la moitié, à 80%. Donc il y a vraiment des évolutions très importantes, à la fois sur l'activité physique, en particulier pour les femmes, mais aussi sur le comportement sédentaire, c'est-à-dire le temps assis. Et on voit bien que la question de l'activité physique, c'est aussi beaucoup une question d'emploi du temps. Et c'est bien ce dont on parle avec les patients. Mais c'est une question d'emploi du temps. Et donc ici, ce sont des résultats d'une étude en population australienne. L'activité physique a été mesurée de façon objective avec un accéléromètre, un compteur de mouvement. Et vous pouvez voir dans cette population d'adultes qu'à peu près 60% du temps de la journée, le temps éveillé, est du temps sédentaire. 35% est passé en activité physique d'intensité faible et seulement 5% de la journée en activité physique d'intensité modérée. Donc c'est vraiment l'emploi du temps est une notion très importante. Et puis bien sûr, pour savoir comment augmenter l'activité physique, il faut connaître les déterminants, les facteurs qui vont favoriser l'activité physique. Et dans ce domaine, comme pour tous les comportements, on a des déterminants à la fois individuels, et pour l'activité physique, au-delà des aspects d'âge, de sexe, de niveau socio-économique, ce sont aussi la motivation, des compétences par rapport au mouvement et l'activité physique, et puis des facteurs d'environnement, l'environnement physique de résidence, l'environnement construit, et puis bien sûr l'environnement social. Donc j'y reviendrai à la fin de cet exposé. Donc la question importante pour cette discussion aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les relations entre l'activité physique et le gain de poids. On est vraiment dans la perspective de la prévention. La prévention, vous savez que c'est une priorité pour la politique de santé d'aujourd'hui. Ça fait partie aussi très certainement des missions des CSO de participer à ces actions de prévention, même si pour l'essentiel, les CSO jusqu'à aujourd'hui se sont quand même centrés, c'est leur mission principale, sur la prise en charge des obésités sévères. Donc la question, c'est de savoir si l'activité physique est associée à une moindre prise de poids, et en particulier dans des études d'observation. Donc pour répondre à cette question, on va s'aider d'un document très important qui est paru au début de l'année 2018, qui est une synthèse de toutes les connaissances disponibles actuellement sur l'activité physique et la santé, qui a été élaboré par un groupe aux États-Unis pour servir de base à l'actualisation des recommandations d'activité physique. Parce que les recommandations d'activité physique dont on parle depuis tout à l'heure, ces fameuses 150 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée, sont des recommandations qui existent depuis déjà une dizaine ou une quinzaine d'années. Elles ont été popularisées depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Il faut certainement peut-être les mettre à jour, mais pour les mettre à jour, il faut avoir une base documentaire, et donc c'est ce rapport. Dans ce rapport, il existe un chapitre sur l'activité physique et la prévention du gain de poids, qui se base donc sur des études qui ont observé
les sujets. Et donc, c'est basé sur 33 études d'observation. Et dans ces 33, 22 ont effectivement indiqué qu'il existait une relation entre plus d'activité et moins de prise de poids, mais 7 de ces études ne montraient pas de relation. Un des points vraiment importants, et donc c'est un des messages de la discussion de ce matin, et sur lequel insiste ce rapport, c'est que très probablement, pour pouvoir prévenir la prise de poids, il faut un volume assez conséquent d'activité physique. Alors bien sûr, ça va dépendre du contexte alimentaire. La majorité de ces études, c'est des études américaines, mais l'ensemble de ces études pointent le fait que la prévention de la prise de poids nécessite un volume relativement élevé d'activité physique. Et ici, vous avez une étude d'observation. Donc c'est 20 000 femmes jeunes qui avaient un poids normal à l'entrée dans l'étude et qui ont été suivies pendant 15 ans. Et donc on regarde leur activité physique au début de l'étude et ensuite on regarde celles qui sont devenues obèses après les 15 ans ou pendant les 15 ans de suivi. Et donc ce que vous avez ici, c'est le risque de devenir obèse, IMC supérieur à 30, en fonction de catégories croissantes d'activité physique. Et donc vous pouvez voir que la catégorie de référence est ici, c'est les femmes qui font moins de 1 heure par semaine d'activité physique intense. Donc déjà, celles qui font plus d'1 heure, entre 1 heure et 2 heures d'activité physique intense, il y a une protection, il y a une diminution de 13% du risque de devenir obèse au cours du suivi. Par contre, celles qui font plus de 7 heures par semaine d'activité intense, donc 7 heures par semaine d'activité intense, c'est quand même beaucoup. Peut-être que vous le faites, moi je n'ai pas vraiment le temps, mais vous pouvez voir qu'ici il y a une protection plus importante de 23% du risque de devenir obèse pour ces femmes qui font une activité intense avec un volume important. Et donc dans ce document, pour synthétiser ces données sur l'activité physique et la prévention du gain de poids, un point majeur du rapport, c'est de dire qu'effectivement, il existe bien, parce que c'est discuté, une relation entre l'activité physique et le gain de poids. Il n'existe pas d'argument où les arguments sont insuffisants pour dire qu'il y a une relation dose-réponse, et donc de savoir s'il y a un seuil. Par contre, il y a des niveaux de preuve élevés pour dire qu'il faut de l'activité physique plus que les recommandations, plus que les 150 minutes et au moins de l'activité modérée. Par contre, il n'existe pas de preuves suffisantes pour dire qu'il y a des variations en fonction de l'âge. Donc est-ce que l'effet de l'activité physique sur la prise de poids serait plus important dans certaines catégories d'âge, ou est-ce qu'il serait plus important chez les femmes que chez les hommes, ou est-ce qu'il serait plus important chez les sujets de poids normal ou ceux qui sont en surpoids? Pour l'instant, il n'y a pas assez de données. Mais on peut quand même conclure avec ce rapport et ces données que les données disponibles sont en faveur du fait que l'activité physique est donc bien un élément du mode de vie efficace pour prévenir ou minimiser le gain de poids chez l'adulte, mais, c'est vraiment un message important, un volume relativement élevé d'activité physique est nécessaire. Alors la question suivante, c'est est-ce que la promotion de l'activité physique en population ou en prévention est associée à une baisse de poids dans les études d'intervention? Alors pour répondre à cette question, il y a une méta-analyse très récente qui est parue cette année et qui concerne l'effet des interventions de promotion de l'activité physique en soins primaires, c'est-à-dire par le médecin généraliste et ou par des infirmières. Donc dans ce contexte-là, soit par des conseils, soit par des prescriptions, soit par le fait d'adresser les patients à d'autres structures, les auteurs ont répertorié toutes les études pour essayer de définir l'impact de la promotion de l'activité physique dans ce cadre sur le poids. Et effectivement, ils ont montré qu'il y avait un effet significatif de diminution de l'IMC, donc du poids. Vous voyez que cet effet, il est faible, mais on peut imaginer qu'en population, même un effet faible sur un grand nombre peut avoir une importance.
Et dans cette étude, il a été aussi montré, sur la base de ces éléments, que ces conseils donnés dans ce contexte de soins primaires étaient associés à une augmentation de la dépense énergétique, donc en mètres-heures par semaine, à peu près 1,8, environ 2 mètres-heures par semaine. Donc ces données indiquent que des interventions de promotion de l'activité physique en prévention par des professionnels permettent de diminuer la corpulence, l'IMC, et d'augmenter la dépense d'énergie. Mais comme le soulignaient les auteurs, on ne sait pas réellement, c'est efficace sur ces critères-là. Est-ce que c'est coût efficace? Ça, c'est une autre dimension, mais qui est très importante pour pouvoir généraliser les mesures, bien sûr. Alors la question suivante, c'est de savoir, est-ce que la marche, puisqu'on parle de la marche comme une activité physique typique d'intensité modérée, joue un rôle particulier, donc à la fois à partir de ces études d'observation et aussi de ces études d'intervention. Parce que la marche, quand même, c'est relativement ancien comme comportement. Donc ici, vous avez la plus ancienne chaussure connue, et pas très différente forcément de nos chaussures. Et puis vous avez aussi le développement du vélo qui est quand même plus récent. Et donc marche et vélo, ce sont les deux activités de ce qu'on appelle le transport actif. Et donc il y a de plus en plus d'intérêt pour le transport actif en prévention, alors sur l'obésité, mais aussi sur les facteurs de risque cardiovasculaire en général. Et donc la marche peut être différenciée en fonction du contexte. Ici, ce sont les données qu'on a publiées il y a quelque temps à partir de l'étude Nutrinet. Donc l'étude Nutrinet, c'est une grande cohorte de personnes volontaires qui donnent des informations sur Internet à propos de leurs habitudes alimentaires, mais aussi beaucoup d'autres comportements de santé. Et donc ces sujets avaient répondu il y a quelques années à un de nos questionnaires d'activité physique. Et on a donc près de 40 000 personnes qui ont répondu à nos questions sur la marche. Et on peut regarder en fonction de catégories d'âge croissantes l'évolution en fonction de l'âge de différents types de marches. Parce que finalement, la marche, c'est très global. Et donc, on s'est intéressé à la marche pour les loisirs. Ici, vous voyez, elle augmente tout au long de la vie, et en particulier aussi après le passage à la retraite, qui est une époque absolument clé pour les comportements de santé. Et vous voyez que la marche pour se rendre au travail, elle diminue, elle n'augmente pas, elle ne varie pas, en particulier bien sûr dans les tranches d'âge où l'activité professionnelle est prédominante. Donc c'est intéressant de se focaliser sur les différents types de marche. Et il existe des relations entre la marche et la corpulence. Donc on a des données aussi dans l'étude Nutrinet, mais ici je vais vous montrer un autre résultat qui vient d'une très grande base de données anglaise, s'appelle UK Biobank. Ici, vous avez 150 000 personnes qui ont répondu à un questionnaire d'activité physique. Et là, vous avez la relation entre l'IMC et différents types de comportements de transport. Donc la référence, c'est les sujets qui utilisent la voiture. Et on voit une diminution de l'IMC, en particulier chez les sujets qui marchent, et plus encore spécifiquement chez les sujets qui utilisent le vélo pour se rendre au travail ou qui utilisent et le vélo et la marche. Donc ça, c'est intéressant. C'est que quelques études, mais c'est intéressant comme piste de santé publique. Et puis d'autre part, quand on fait des études d'intervention, il y a des données qui montrent que quand on utilise un podomètre ou un instrument qui mesure les pas, parce que le podomètre, ça date un peu maintenant, il y a effectivement une différence significative en faveur des groupes qui utilisent le podomètre. Donc là, c'est une analyse qui regarde toutes les études où on a fait la promotion de la marche et on a donné un podomètre à un groupe, on n'a pas donné de podomètre à l'autre groupe. Et dans le groupe qui a reçu le podomètre, il y a une augmentation importante du nombre de pas. Donc il y a une différence de nombre de pas entre ces deux groupes qui est à peu près de 2500 pas par jour. 2500 pas par jour, c'est assez conséquent si on considère
comme tout le monde l'a entendu, que 10 000 pas par jour serait le repère à atteindre. Et dans cette étude, il a été aussi montré, donc sans rentrer dans les détails, que les groupes qui utilisaient le podomètre par rapport à ceux qui ne l'utilisaient pas voyaient une diminution de l'IMC et une diminution de la pression artérielle. Donc ça date un peu parce qu'on utilise moins ce type d'outils, mais il y a d'autres outils maintenant qui permettent de mesurer le nombre de pas et qui sont certainement intéressants. Et puis donc pour renforcer l'intérêt sur la marche, ça c'est une étude vraiment récente puisqu'elle a été publiée la semaine dernière. Il s'agit de regarder les effets des interventions de promotion de la marche dans différents contextes sur plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, il y a 37 études, 2000 participants, et on voit qu'effectivement, la promotion de la marche dans ces études, de façon tout à fait groupée, est associée à une diminution du poids, de l'IMC, de la masse grasse, de la pression artérielle diastolique et systolique, et à une augmentation de la capacité physique, ici, la VO2 max, la puissance aérobie maximale. Donc ces éléments amènent à dire que les interventions de promotion de la marche ont un effet favorable sur différents facteurs de risque cardiovasculaire, dont le poids et la masse grasse, mais il faut quand même savoir que par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'activité physique d'intensité élevée, il y a beaucoup moins de données, et en particulier on n'a pas assez de données pour savoir quelle serait la fréquence à conseiller, la durée, l'intensité de la marche, puisque la marche peut aussi varier d'intensité. Alors la question suivante, puisqu'on a beaucoup parlé de l'activité physique, c'est est-ce que la sédentarité, le temps assis, joue aussi un rôle indépendant de l'activité physique, donc dans notre sujet de ce matin, qui est la prise de poids. Donc avant de parler de la prise de poids, il faut rappeler qu'effectivement, on considère de plus en plus que le temps assis, la sédentarité, c'est un vrai facteur de risque, c'est un vrai facteur important pour la santé. Et il y a un ensemble de données qui montrent que effectivement le temps sédentaire est associé à des événements sérieux, est associé à la mortalité, augmentation de 1,5 fois si on compare les sujets les plus sédentaires par rapport aux sujets les moins sédentaires, est associé à la mortalité cardiovasculaire, est associé à la morbidité cardiovasculaire, est associé aussi à la survenue du diabète, et donc même quand on prend en compte l'activité physique. Donc il ne suffit pas d'être actif, il faut aussi être moins assis. Et ça a été montré dans une étude très importante. Ce que montre cette étude, c'est que les effets de la sédentarité, du temps assis, donc ici c'est la mortalité, donc vous voyez en fonction des heures assises par jour, il y a une augmentation de la mortalité. Et ici c'est des catégories d'activité physique. Donc la seule catégorie où effectivement il n'y a pas d'augmentation de la mortalité en fonction de l'augmentation du temps assis, c'est chez ceux qui font vraiment beaucoup d'activité physique. Puisque ici c'est 35 mètres/heure par semaine, et comme on le disait tout à l'heure, les recommandations des 150 minutes, c'est à peu près 10-12 mètres/heure par semaine. Donc il semblerait que quand on passe beaucoup de temps assis, pour contrer les effets délétères du temps assis, il faille faire vraiment beaucoup d'activité physique. Parce qu'évidemment, on peut être sédentaire et actif, sédentaire et inactif, etc. Ça, c'est pour la santé en général. Maintenant, si on revient à notre sujet, parce qu'on est quand même dans un CSO, donc on va parler du poids et de l'obésité. Alors ça, je vais passer. Est-ce qu'il existe des preuves sur le temps assis et le risque d'obésité? Et donc, on va s'appuyer sur une synthèse qui a été faite il y a 2 ans sur ce sujet. Et en fait, finalement, les preuves qui existent actuellement entre le temps assis et la prise de poids sont pas très convaincantes.
Donc le niveau de preuve entre le temps assis et la prise de poids est considéré comme faible, et surtout tous les éléments qu'on peut collecter qui impliqueraient un rôle causal du temps assis dans la prise de poids, vous voyez, sont avec un niveau de preuve faible à modéré. Donc ce qui nous amène à dire qu'actuellement, malgré l'importance du temps assis, du comportement sédentaire pour la santé en général, ou pour le diabète ou les maladies cardiovasculaires, il y a actuellement peu d'arguments en faveur d'une relation spécifique entre le comportement sédentaire et l'obésité. Les relations existantes ne semblent pas être de nature causale, et il y a beaucoup de choses à mieux comprendre. En particulier ce qu'on appelle les coupures dans le temps sédentaire, donc ce que les Anglais ou les Américains appellent les breaks. Donc il semble qu'effectivement quand on fait des coupures dans le temps sédentaire, ça puisse avoir un effet favorable. Il y a des études qui le suggèrent. Donc il ne faut pas rester trop longtemps assis, ou il faut faire des coupures dans le temps assis. Est-ce que la réduction du temps assis, puisqu'il y a des meubles par exemple avec des bureaux où on est debout, des tapis roulants sous son bureau, etc. Il y a tout un tas de choses qui se développent en entreprise, dans certains pays en tout cas, qui sont testées. Pour l'instant, on n'a pas de preuve de l'impact de ces mesures sur la santé. Et puis bien sûr, le plus important, c'est les relations entre la sédentarité et les apports alimentaires, parce que c'est plutôt bien démontré chez les enfants, mais c'est beaucoup moins connu chez les adultes. Donc c'est très intéressant, mais on a beaucoup de choses à comprendre. Alors le dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est le rôle de l'environnement de vie, ou l'environnement de résidence, dans cette question sur le rôle de l'activité physique et la prévention du gain de poids. Alors dans ce domaine, on se place en général dans le cadre de ce qu'on appelle les modèles socio-écologiques, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre en compte l'individu donc dans sa globalité, mais surtout dans son environnement, donc son environnement immédiat, autour de son lieu de résidence, autour de son lieu de travail, et puis l'environnement plus général dans lequel on est tous, politique, réglementaire, social, etc. Et puis bien sûr, un des phénomènes les plus importants, les plus marquants au cours des dernières décennies, alors peut-être pas dans les pays à niveau de vie élevé comme la France, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est l'urbanisation. Et donc on peut voir ici, c'est de façon très globale, mais c'est intéressant de voir que la proportion d'adultes qui vivent en milieu urbain double en 100 ans, et cette évolution s'accélère, ce qui a bien sûr un impact fondamental, très important sur nos comportements et notre activité physique. Donc dans ce domaine, pour simplifier les choses, on s'intéresse au poids et à l'obésité, on s'intéresse au mode de vie comme déterminant de la prise de poids et de l'obésité, donc l'alimentation, l'activité physique, la sédentarité et d'autres comportements. Et puis on essaye de remonter sur les causes de ces causes, c'est-à-dire en amont, et on s'intéresse à l'environnement de vie, l'environnement physique et l'environnement social. Et en particulier, on a travaillé depuis une dizaine d'années avec des géographes à la façon dont est organisé, dont est aménagé l'espace de vie des sujets ou des patients, c'est-à-dire l'utilisation du sol, la présence d'espaces verts, de parcs, d'équipements sportifs, etc., qui vont avoir un impact sur l'activité physique au quotidien. Et donc dans ce domaine, il y a une notion qui est de plus en plus étudiée, c'est celle de potentiel piétonnier ou de marchabilité comme un marqueur d'un environnement favorable à l'activité physique. Et donc cette marchabilité, en général, est construite à partir d'autres variables qui décrivent l'environnement de vie, comme la densité résidentielle, ou c'est-à-dire le nombre de personnes ou le nombre d'immeubles par kilomètre carré, l'utilisation de l'espace, est-ce que c'est commercial, industriel, résidentiel, et puis la connectivité des rues, est-ce que c'est facile d'aller d'un endroit à l'autre. Et donc on peut distinguer
des quartiers ou des zones qui sont à plus fort potentiel piétonnier que d'autres. Donc effectivement, on peut imaginer facilement que s'il y a beaucoup de trafic, s'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour traverser, s'il y a une densité résidentielle élevée, et s'il y a beaucoup de monde, ça peut être difficile de marcher. Et puis d'autres environnements, enfin peut-être pas très intéressants d'ailleurs, mais d'autres environnements permettront de marcher plus facilement. Et donc un article qui est paru l'année dernière a montré l'importance de cette notion de marchabilité en relation avec le poids et l'obésité. Donc c'est un article qui a été fait par des auteurs canadiens qui a mis en relation la marchabilité des quartiers et la prévalence du surpoids. Donc il s'agit de 5 grandes villes ou grands espaces urbains au Canada. Et donc les auteurs ont été capables de calculer le potentiel piétonnier de ces 5 grandes villes et de classer en catégorie croissante de marchabilité et de voir comment évoluait cette marchabilité en lien avec le poids. Donc ici, c'est la prévalence du surpoids, IMC supérieur à 25, en fonction des années, dans différentes catégories de marchabilité des quartiers. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est seulement dans le quartier le plus marchable que la prévalence du surpoids et de l'obésité n'a pas augmenté. Et ceci même en prenant en compte les caractéristiques socio-économiques, bien sûr, qui sont importantes pour la marchabilité. Donc c'est très intéressant de voir qu'une caractéristique de notre environnement de vie est liée à ce critère de santé qui nous occupe aujourd'hui, l'obésité. Donc la question suivante, c'est de savoir est-ce que des interventions qui vont modifier notre environnement de vie sont capables d'avoir un impact sur la corpulence. Donc des interventions sur l'environnement de vie, il peut y en avoir de très nombreuses. Donc ça, c'est toutes les actions de santé publique qui peuvent favoriser l'activité physique. Mais en particulier, on peut imaginer de faire par exemple la promotion de la montée des escaliers sur le lieu de travail ou dans les transports. On peut imaginer aussi de modifier les transports urbains, et c'est ce qu'on voit évidemment dans beaucoup d'agglomérations et de villes. Donc je vais juste vous montrer une étude que nous avons faite sur la promotion de l'utilisation des escaliers. Donc effectivement, c'est important de promouvoir l'utilisation des escaliers. C'est dans une entreprise, dans une grande entreprise française, c'est une étude contrôlée, c'est-à-dire qu'on avait 2 immeubles, un immeuble intervention et un immeuble témoin. Et ces immeubles avaient une population d'employés qui était similaire. Dans un immeuble, on a fait une intervention, on a mis des panneaux pour favoriser l'utilisation des escaliers, et dans l'autre, on n'a rien fait, il y avait des compteurs anonymes qui permettaient de compter le nombre de gens qui montaient les escaliers au cours de l'intervention. Et en fait, après la 2e vague d'intervention, ici c'est le changement de sujet qui monte les escaliers, on a effectivement dans l'immeuble intervention une augmentation significative du nombre de gens qui prennent l'escalier. Et donc il faut maintenir ces incitations pendant assez longtemps pour effectivement voir un effet. Alors là, on n'avait pas d'informations sur le poids, parce que c'est plus difficile d'avoir des informations anonymes sur le poids des gens qui montent les escaliers. Le dernier point, donc, c'est effectivement est-ce que des expériences naturelles, c'est-à-dire des modifications de notre environnement, peuvent nous servir comme intervention. Et donc ici, juste en face, on a un très beau tramway qui m'a permis d'être à l'heure pour le topo. Et donc l'étude dont je vais vous parler, ce sera la dernière. C'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis avant et après l'ouverture d'une ligne de tramway dans une ville de Caroline du Nord. Et donc un ensemble de personnes qui habitaient à proximité de cette ligne de tramway ont été mesurées avant et après la mise en place de la ligne de tramway. L'idée qui est derrière, c'est que en favorisant les transports publics, on va favoriser la marche et on pourrait avoir un effet sur des critères de santé. Effectivement, de façon intéressante, presque surprenante, on peut voir qu'après la mise en place du tramway, les auteurs étaient capables de mettre en évidence une diminution de la corpulence chez les sujets qui étaient mesurés.
alors qu'en fait l'activité de marche n'avait pas augmenté de façon significative et qu'il y avait juste une tendance pour l'augmentation de l'activité d'intensité élevée. Donc c'est vraiment des pistes, je trouve, très intéressantes pour la prévention et les actions de santé publique. Donc ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que d'abord, par rapport au sujet de la prévention de la prise de poids, l'activité physique peut aider à la prévention du gain de poids, mais elle doit être en volume suffisant, c'est un message important. Les interventions en santé primaire, par exemple par le médecin généraliste ou les infirmières qui visent la promotion de l'activité physique, ont un effet sur le poids et même sur la dépense énergétique liée à l'activité physique. Mais ce qu'il faut toujours retenir, c'est vrai aussi pour les patients, vous en parlerez, j'imagine, cet après-midi, c'est que les effets positifs de l'activité physique vont au-delà du rôle de prévention de l'obésité, puisque les bénéfices profitent à tous, quelle que soit la corpulence. C'est-à-dire les effets sur la réduction du risque cardiovasculaire, les effets majeurs sur la réduction de l'incidence du diabète, ils se voient quelle que soit la corpulence. Et d'autre part, les effets négatifs de la sédentarité sur la santé, je pense qu'ils sont maintenant démontrés, mais les données sur le poids lui-même restent quand même assez peu concluantes. Les interventions visant la prévention de l'obésité vont associer des actions sur l'environnement et sur les comportements au niveau individuel. Ils vont prendre en compte ces actions vont prendre en compte les éléments du mode de vie dans leur globalité, donc pas seulement l'activité physique et la sédentarité, mais bien sûr les apports alimentaires, et aussi le tabac, et aussi le sommeil, dont on va parler juste après. Et puis ces expériences naturelles, c'est-à-dire profiter des modifications de notre environnement pour mieux comprendre l'impact de l'environnement sur la santé, c'est vraiment une piste originale qui nous reste à développer dans les années qui viennent. Donc je remercie d'abord tous les gens qui travaillent avec moi, en particulier dans le service de nutrition de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où on travaille sur l'activité physique et beaucoup d'autres sujets. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Michel. Donc, pour moi, je retiens deux choses. C'est les effets qui sont bien démontrés de l'activité physique. Et puis, l'action sur l'homme. Parce que toujours la question, c'est démontré, mais après, comment on met en place? Et que finalement, je reviens sur le premier topo que j'avais fait, mais responsabilité individuelle, responsabilité collective, on voit que c'est en agissant sur l'environnement qu'on peut augmenter l'activité physique, peut-être plus que par des actions ponctuelles auprès de chaque individu, même si les deux ne sont pas mettre en opposition. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les stickers sur les ascenseurs et tout ça, ça marche. Et que, là aussi je fais le lien avec la première, avec le topo que j'ai fait, quand je vois un sticker sur l'ascenseur, finalement je suis en conflit entre prendre les escaliers et prendre l'ascenseur. Mais prendre l'ascenseur n'est pas quelque chose qui crée du plaisir. Alors que quand je suis dans un magasin et qu'on me met un sticker sur un paquet de gâteaux, là, ce coup-ci, je suis en conflit entre la raison et le plaisir. Donc je crois que ça marche beaucoup mieux pour l'activité physique, ce genre de choses, peut-être que pour la nutrition. Je ne sais pas ce que... Alors effectivement, juste pour l'intervention sur les escaliers, le problème souvent des escaliers dans de nombreux immeubles et aussi de nombreux hôpitaux, c'est que les escaliers sont difficiles à identifier, on ne sait pas où ils sont. Ils ne sont pas toujours sécures, ils ne sont pas toujours beaux. Et donc effectivement, dans ce type d'intervention, celle qu'on a faite, mais beaucoup d'autres, il y a un travail à faire pour rendre plus esthétique, plus attractif la cage d'escalier. Et d'autre part, effectivement, comme tu le disais, on avait mis des stickers sur chaque marche pour donner des messages positifs par rapport à la santé et inciter effectivement les personnes à utiliser les escaliers. C'est vraiment les deux, quoi. C'est les deux. Le temps pour 2 ou 3 questions. Bonjour.
J'avais lu qu'il y avait eu un essai de remplacer les sièges par des ballons chez les enfants obèses aux États-Unis. Je ne me rappelle plus du tout quelle étude s'était faite. Et je voulais savoir si ce genre d'étude se généralisait, s'il y avait eu donc des résultats positifs finalement sur toutes les données. Vous savez ce que c'est, hein, ces gros ballons sur lesquels... Voilà. Oui, je vois ce que c'est. Effectivement, il y a des études de ce type qui ont été réalisées. Donc moi, je me suis plutôt centré sur ce qui se passait chez les adultes. Hein, c'est le domaine que je connais le mieux. Donc je ne sais pas si des études de ce type ont été faites chez les adultes. Pour l'instant, il y a quelques études, mais il n'y en a pas quand même assez nombreuses pour pouvoir se faire une opinion. Ce qui est sûr, c'est que toutes les études qui ont eu vocation à essayer de modifier l'environnement de travail, donc ça c'est une façon de ne pas s'asseoir de la même façon. Il y a aussi les bureaux debout, là, les standing desks, ou les gens qui ont des tapis sous leur bureau pour marcher en même temps qu'ils tapent sur leur ordinateur. Donc il y a de plus en plus d'études de ce type, mais pour l'instant, effectivement, les effets sont d'augmenter un peu l'activité physique, mais les effets sur la santé ne sont pas complètement démontrés, quoi. Donc c'est des pistes, mais on doit avoir d'autres données pour savoir si c'est vraiment utile. Bonjour et merci déjà. Donc moi je suis interne en médecine générale, en nutrition dans le service du professeur Avignon. Je fais ma thèse actuellement sur la pleine conscience. Je voulais savoir si vous aviez des données concernant la pratique de la méditation ou la participation d'un programme MBSR et la pratique de l'activité physique. C'est-à-dire est-ce que vous avez des données ou des... Sur pleine conscience et activité pratique de la méditation et niveau d'activité physique sur la méditation elle-même, je ne sais pas. Par contre, effectivement, il y a certains types d'activités physiques qui favorisent la concentration, la réflexion, la respiration, comme le tai chi ou le qigong. Et là, il y a effectivement un ensemble de données qui suggèrent qu'ils peuvent avoir des effets favorables sur la santé. Sur le poids, pas forcément, mais sur la santé, oui. Mais il y a moins d'études sur ces pratiques que sur l'activité physique modérée, la marche, etc. Mais sur la méditation elle-même, je ne sais pas. Mais pour le tai chi et le qigong, il y a beaucoup d'études sur l'hypertension, etc. Certaines montrent des effets positifs. Ce qui se passe aussi, c'est que souvent ces études sont faites dans des contextes qui sont un peu particuliers. Elles ne sont pas toujours considérées comme des études de grande qualité par les critères habituels pour les mettre dans des analyses. La question est pour le calcul du MET. Peut-être parler plus près du micro, parce que là, je crois que... Pour le calcul du MET, est-ce que le rapport d'énergie qui est utilisé pour une personne normale est le même pour une personne obèse? Donc, bien sûr, ça c'est une très bonne question. Donc, la question c'est à propos du MET, donc d'essayer d'évaluer l'intensité de l'activité physique par le MET. Est-ce que c'est équivalent chez les sujets de poids normal ou chez les sujets obèses? Donc, non, il faut dire que cette évaluation, elle est très globale. Donc, c'est pour avoir une estimation, c'est pas pour avoir une mesure, c'est pour avoir une estimation. Donc si on revient au kilo, effectivement, on peut regarder les calories par kilo, mais le MET lui-même, c'est une façon de s'affranchir du poids, puisque c'est en multiple de la dépense de repos. Donc la dépense de repos va différer en fonction du poids, ça tout le monde le sait, mais comme c'est des multiples, ça va être pour chacun de combien de fois j'augmente ma dépense énergétique de repos, la mienne. Mais effectivement, il peut y avoir des différences en fonction du poids, et ça, on les prend pas forcément en compte. Une autre question? Merci de l'intervention. Et vous n'avez pas évoqué inactivité physique, dépression et éventuellement bénéfices d'une reprise de l'activité physique sur la dépression, ou est-ce que c'est hors sujet? Je sais pas. Sur les aspects psychologiques, oui. C'est-à-dire que si on voulait énumérer tous les effets bénéfiques de l'activité physique,
faudrait faire une semaine de CSO. Hein. Donc, effectivement, les effets de l'activité physique pour l'amélioration des paramètres de l'humeur ou de la dépression, c'est effectivement, il y a des données qui montrent un effet favorable, donc c'est assez bien démontré. Là, la question c'est, est-ce que c'est démontré dans le cadre de l'obésité, par exemple? Non, je dirais non. On peut imaginer que si c'est démontré pour la population générale, ça peut aussi s'appliquer aux personnes obèses. Et puis on connaît tous, parce qu'on travaille avec des personnes obèses, on sait qu'effectivement il y a une amélioration de l'humeur, le bien-être, le lien social, etc. Mais spécifiquement dans le cadre de l'obésité, c'est pas forcément démontré. Ça n'enlève pas les effets bénéfiques. Une autre question? Oui, bonjour. On voit bien la relation que vous refaisiez, vous, avec la responsabilité de l'individu versus, après, les politiques publiques d'aménagement du territoire et d'urbanisation. Donc on voit que le travail est conjoint avec ce genre d'équipe. Mais ma question, en fait, vous vous occupez d'adultes. Ma question était de savoir quelle est, avant tout ça, est-ce que vos équipes travaillent par exemple avec le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale pour comment est-ce qu'on fait avec les enfants pour la promotion de l'activité physique, sans dire sur le sport en tant que tel dans les programmes scolaires, mais parce que quand on prend le problème de surpoids et d'obésité à partir de l'âge adulte, on se dit qu'il y a peut-être du temps qui a été perdu concernant justement tout ce qui est tous les petits endroits où on peut arriver à caser de l'activité physique. Est-ce que ça ne peut pas commencer avant? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Alors, donc je vais répondre deux choses. Donc, la première chose, c'est que effectivement, il y a une intervention qui a été faite en France par notre collègue, le professeur Chantal Simon, qui est à Lyon, qui avant était à Strasbourg, et qui a fait une étude dans des collèges pour montrer que favoriser ou proposer de l'activité physique en dehors du cursus scolaire, mais dans le périmètre de l'école, permettait de prévenir la prise de poids chez les enfants qui étaient initialement de poids normal. Donc c'est une étude qui s'appelle ICAPS, et cette étude a été considérée comme tellement importante qu'elle a été reprise comme modèle d'intervention par Santé publique France, enfin ce qui était avant l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé, qui en a fait un livre. Donc je vous invite à prendre connaissance de cette sorte de manuel ICAPS, donc qui est basé sur la réalisation et les résultats de cette étude. Donc effectivement, c'est très intéressant parce que c'est pas l'EPS, hein, c'est en dehors de l'EPS, et c'est de proposer sous une forme ludique et agréable de l'activité physique à ces enfants dans le cadre scolaire. Et il n'était pas question d'alimentation, et ça a permis de prévenir la prise de poids. Donc ça répond en partie à votre question. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier les adultes. Il ne faut pas oublier les adultes. Parce que la prise de poids à l'âge adulte, la prise de poids chez les jeunes adultes, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc, bien sûr, il faut essayer de prendre les choses à la racine, comme vous disiez, et pas oublier les enfants et le développement de l'obésité. Mais il y a quand même beaucoup de patients qu'on est amené à rencontrer qui ont pris du poids à l'âge adulte. Et donc, je pense que la prévention, c'est pas seulement les enfants, c'est aussi les adultes, et en particulier les jeunes adultes. On va peut-être devoir passer, je crois qu'il y aurait beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup, Jean-Michel, d'être venu.